Je m'appelle Anna Pierce. J'ai 28 ans. Je vis à San Francisco et je suis graphiste indépendante. Le genre de travail où l'on apprend à rester calme même quand tout est en désordre autour de soi. C'est probablement pour ça que je n'ai pas réagi comme ma famille s'y attendait à Thanksgiving. Toute la journée avait cette sensation mielleuse familière que ma mère aimait étaler comme une nappe. Éclairage chaleureux, le football assourdissant en fond sonore, tout le monde parlant en même temps comme si nous étions proches. Je suis arrivé en essayant de croire que, pour une fois, ça pourrait être normal. Je m'étais même permis d'être excité par la seule chose dont nous parlions depuis des semaines, les vacances à venir. Cela semblait sûr de le dire à voix haute, comme une petite offrande de paix. Alors, pendant le dîner, quand la conversation a dérivé vers les congés, les vols et qui avaient besoin d'une pause, j'ai souri et dit, j'ai hâte d'être à nos vacances. Je le pensais vraiment. Je parlais de nous. Ma mère n'a pas hésité. Elle a ri comme si je venais de lui servir la meilleure blague de la soirée, s'est penchée en avant et a dit, les vacances, c'est pour la famille. Sans toi. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, car qui dit ça à Thanksgiving devant tout le monde comme si c'était mignon. Mais ensuite mon père a ri, mon frère a ri, ma sœur a ri. Pas un rire nerveux, ni un rire mal à l'aise. Le genre de rire bruyant. Le genre qui vous fait réaliser qu'ils se sont tous déjà mis d'accord sur votre place, et qu'elle n'est pas à table. J'ai senti ma poitrine se serrer, comme si mon corps se préparait à l'impact. Mais j'ai gardé un visage lisse. J'ai hoché la tête une fois, comme si elle avait dit quelque chose d'inoffensif. Et j'ai repoussé ma chaise avec un calme que je ne ressentais pas. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié pour une explication. J'ai juste souri, pris mon manteau et je suis parti pendant qu'il riait encore. Je suis resté assise dans ma voiture dans l'allée pendant 1 minute, les mains sur le volant, fixant la lueur de la fenêtre de la salle à manger, écoutant le son étouffé de leur bon temps sans moi. Je me suis dit, très bien. S'ils veulent des vacances sans moi, ils les auront. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'ils ne voulaient pas seulement que je parte. Ils voulaient aussi que mon argent parte. Et ils étaient sur le point de le prouver de la manière la plus effrontée possible. Donc, si vous avez déjà été chassé de votre propre famille par le rire comme si vous étiez un figurant dont ils n'avaient plus besoin, restez avec moi, car 1 semaine après ce dîner, mon téléphone s'est allumé avec une alerte qui m'a retourné l'estomac, et j'ai pris une décision qui a mis leurs petites vacances parfaites sens dessus-dessous. Quand je suis rentré à mon appartement à San Francisco, je n'ai pas fait la chose dramatique que les gens attendent. Je n'ai pas jeté mon téléphone à travers la pièce ni pleuré dans mon oreiller. J'ai pris une douche, mis un pyjama propre et je me suis assise au bord de mon lit avec cette sensation de vide et de bourdonnement que l'on ressent après quelque chose d'humiliant et qu'on ne peut s'empêcher de revivre en boucle. Les vacances, c'est pour la famille. Sans toi. Elle l'avait dit comme si j'étais un chien errant qui mendiait à la porte. Et le pire, c'était la facilité avec laquelle tout le monde avait ri, comme s'ils attendaient la permission de me traiter de cette façon. J'avais été la personne fiable pendant des années. Pas la plus aimée, pas la plus célébrée, juste la plus utile. J'étais celle qui avait toujours un revenu stable. Même quand mon frère était de nouveau entre 2 emplois ou quand ma sœur dépensait comme si son mariage était sponsorisé par le compte en banque de quelqu'un d'autre, j'étais celle qui comblait les petits manques qui ne restaient jamais petits. Quelques centaines pour les vols, quelques centaines pour des surclassements, on te remboursera. Cela s'est en quelque sorte transformé en « tu t'en sors si bien, ça ira pour toi ». Je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais été entraîné à avaler ça jusqu'à ce que ce rire de Thanksgiving fasse céder quelque chose en moi. Je me suis dit que je n'allais pas leur courir après. Je n'allais pas appeler ma mère pour lui demander ce qu'elle voulait dire, car je savais déjà ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que je ne comptais que si je payais. Alors, j'ai fait la seule chose qui change réellement les résultats, j'ai été pragmatique. Vers minuit, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à examiner chaque compte que j'avais, y compris un auquel je ne pensais presque plus. Un vieux compte courant de l'époque où j'étais à l'université. À l'époque, ma mère m'avait aidé à l'ouvrir. Et à ce moment-là, il semblait normal de lui laisser un accès, au cas où. Au fil des ans, j'ai cessé de l'utiliser comme compte principal, mais j'y gardais toujours de l'argent comme coussin, un fonds d'urgence, et honnêtement, un filet de sécurité pour eux. Je me disais que c'était pour les urgences comme des problèmes de voiture ou des frais médicaux. En réalité, c'était pour toute crise que ma famille déclarait assez urgente pour devenir ma responsabilité. Revoir ce compte m'a tordu l'estomac, car j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident.
S'ils pouvaient rire et dire que des vacances étaient sans moi, ils pouvaient aussi décider qu'ils avaient droit à tout ce que j'avais. Je ne l'ai pas fermé tout de suite parce que je ne voulais pas les alerter. Au lieu de cela, j'ai discrètement déplacé la majeure partie du solde sur mon compte personnel, celui que je contrôlais seul. Et j'ai activé tous les paramètres d'alerte que j'ai pu trouver. Tout retrait, tout virement, toute tentative au-dessus d'un certain montant, je voulais le savoir instantanément. Puis je suis allé sur notre conversation de groupe familial, non pas pour me disputer, mais juste pour voir ce qu'il faisait. C'était comme si je n'avais jamais existé. Des photos de complexes hôteliers, des liens vers des activités, des petites blagues sur des tenues assorties, ma mère tapant des choses comme « j'ai hâte de notre voyage en famille » avec un emoji cœur. Ma sœur a renchéri sur un luau. Mon frère a plaisanté sur le fait d'avoir besoin d'une plus grande valise. Personne ne m'a rien demandé. Personne n'a même fait semblant que c'était gênant. C'est à ce moment-là que la blessure s'est transformée en quelque chose de plus clair et de plus froid. Ils n'étaient pas confus à mon sujet. Ils étaient à l'aise sans moi. Et cela signifiait que je devais devenir à l'aise pour me protéger, même si cela faisait de moi la méchante de leur histoire. J'ai posé mon téléphone, fixé le plafond et me suis fait une promesse silencieuse. J'en avais fini de payer pour des gens qui prenaient plaisir à m'exclure. S'ils voulaient du sang Anna, j'allais le leur donner d'une manière qu'ils ne pourraient pas ignorer. La semaine suivante est passée vite, de cette manière étrange que le temps a de s'écouler quand on prétend aller bien, mais que notre corps sait que ce n'est pas le cas. Je me suis noyé dans le travail, j'ai pris des appels de clients, j'ai révisé un guide de marque 3 fois parce que je n'arrivais pas à me concentrer, et je me suis dit que j'étais productive alors qu'en réalité, j'essayais juste de ne pas penser à la voix de ma mère disant « sans toi » comme si de rien n'était. Tous les 2 ou 3 jours, Linda appelait. Je ne répondais pas. Elle laissait de courts messages vocaux avec ce ton mielleux qu'elle utilise quand elle veut quelque chose mais ne veut pas l'admettre. Et, ma chérie. Rappelle-moi quand tu pourras. Tu me manques. Je t'aime. Pas une seule fois elle n'a mentionné Thanksgiving. Pas une seule fois elle n'a dit « je suis désolé ». C'était comme si tout ce moment n'avait jamais eu lieu et que je devais l'avaler comme je l'avais toujours fait. Pendant ce temps, la conversation de groupe familial restait active, comme un spectacle auquel je n'étais pas invité mais que j'étais toujours censé sponsoriser. Chloé continuait de publier des captures d'écran d'itinéraires et de confirmations de réservation d'hôtels. Tyler a envoyé une photo de lunettes de soleil sur un comptoir de cuisine avec la légende « mode vacances ». Mon père a réagi avec des émojis pouces levés, comme s'il était fier du plan et pas du tout embarrassé par le fait que sa propre fille avait été chassée de la pièce par le rire. Et ce qui m'irritait le plus, ce n'était même pas le voyage en lui-même. C'était à quel point il rendait ça normal. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne n'a même fait semblant que c'était gênant. Ils agissaient comme si je n'existais pas. Et je me détestais un peu de réaliser que j'avais passé des années à les habituer à ce que je puisse être ignoré tant que j'étais utile. Je n'arrêtais pas de penser à ce vieux compte courant, celui dont j'avais discrètement retiré la plupart de l'argent et sur lequel j'avais mis des alertes, celui que je n'avais pas encore fermé parce que je ne voulais pas les alerter. Je me disais que j'étais prudente, mais au fond, je surveillais aussi. Je voulais voir ce qu'ils feraient quand ils penseraient que je ne faisais pas attention. Puis, exactement une semaine après Thanksgiving, un mardi après-midi, j'étais assise à mon bureau en train de modifier un ensemble de directives de marque quand mon téléphone a vibré avec une notification qui m'a glacé le sang. Alerte bancaire. Demande de retrait en attente. Montant, $6,500. Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran, comme si mon cerveau refusait de l'accepter. $6,500, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un abonnement oublié. C'est délibéré. C'est un chiffre que l'on choisit quand on essaie de couvrir quelque chose de gros. Rapidement, j'ai ouvert l'application et j'ai vu que c'était lié à ce vieux compte, celui de l'université. L'alerte indiquait une agence près du quartier de mes parents à Los Angeles. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mais mes mains sont restées stables, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à paniquer. Au lieu de cela, j'ai ressenti cette clarté nette et précise, comme si une ligne avait enfin été franchie. Donc, de toute évidence, il n'y avait plus de place pour le déni. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé de SMS au groupe. J'ai appelé la banque. J'ai dit à la représentante que je devais vérifier une demande de retrait en personne immédiatement. Elle m'a posé des questions de sécurité, puis m'a mise en attente. Quand elle est revenue,
Sa voix a pris ce ton prudent du service client que les gens utilisent quand la famille est impliquée et que les choses sont sur le point de mal tourner. Elle a dit que quelqu'un figurant comme titulaire du compte tentait un retrait au guichet. Figurant comme titulaire du compte. Cette phrase m'a frappé comme une gifle, car cela signifiait que ma mère ne se cachait pas. Elle pensait qu'elle y avait droit. J'ai demandé qui c'était et elle a dit qu'elle ne pouvait pas me donner le nom pour des raisons de confidentialité, mais a confirmé qu'il s'agissait du titulaire secondaire du compte. Je n'avais pas besoin du nom. Je savais déjà. Linda. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Alors, c'était ça, le plan. Il ne voulait pas seulement des vacances sans moi. Il voulait des vacances payées par moi tout en se moquant du fait que je n'étais pas assez de la famille pour venir. Et soudain, chaque petit détail de la semaine passée s'est mis en place. Les messages de Chloé sur les confirmations finales, les blagues de Tyler sur les surclassements, le ton optimiste de ma mère sur les messages vocaux comme si elle comptait les jours avant quelque chose. Même un commentaire que mon père avait fait dans la conversation quelques jours plus tôt. Quelque chose comme « Ce voyage sera si bon pour nous tous », le mot « tous » ayant beaucoup de poids quand je n'étais pas incluse. J'ai gardé la représentante de la banque en ligne et j'ai demandé ce qui se passait exactement. Elle a expliqué que, comme il s'agissait d'un compte joint, l'autre titulaire pouvait légalement retirer des fonds, à moins que le compte ne soit fermé ou que je ne me retire. Elle a dit que la demande était actuellement en attente parce qu'elle dépassait un certain montant et nécessitait une vérification supplémentaire à l'agence. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était audacieux. Ma mère n'a pas essayé de transférer quelques centaines. Elle est entrée dans une banque, s'est présentée à un guichet et a demandé $6 500 comme si c'était son droit, comme si elle n'était pas sur le point d'utiliser mon argent pour financer un voyage dont on s'était moqué de moi. Mon visage est devenu chaud. Pas de honte cette fois, mais de colère. Le genre de colère qui vous montre la vérité sans l'adoucir. Tyler était de nouveau entre deux emplois, ce qui signifiait qu'il avait probablement peu ou rien à contribuer. Chloé s'inquiétait des dépenses de son mariage depuis des mois, parlant d'acompte, de retouches et de lieux de réception comme si le mot au budget était une offense. Et mes parents, qui se soucient plus des apparences que de l'honnêteté, avaient probablement promis des vacances plus belles qu'ils ne pouvaient se le permettre, car ils supposaient que je ferais ce que je faisais toujours, combler discrètement le manque pour que tout le monde puisse continuer à sourire. $6 500 ressemblait exactement à un paiement final, le genre de somme que l'on doit quand on a déjà versé des acomptes et qu'on doit confirmer la réservation. Peut-être passer à une suite, ajouter une excursion de plongée, payer pour le forfait Luo, tous les extras qui rendent les choses parfaites en ligne. Et ils s'étaient probablement dit que ce n'était pas du vol, car ils allaient me rembourser un jour, peut-être. De la même manière qu'ils disaient toujours qu'ils le feraient, tout en continuant à me traiter comme si je n'appartenais pas à la famille, tout en continuant à appeler ça une blague. Alors que je digérais tout ça, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois avec un nouveau message dans la conversation familiale. Chloé a écrit « On a presque tout réglé, on attend juste qu'un dernier paiement passe ». Puis Linda a répondu avec un smiley et a dit « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe en ce moment. » S'en occuper avec mon argent. Après m'avoir dit que je n'étais pas de la famille. Ma gorge s'est nouée et j'ai ressenti cette brève et laide envie de l'appeler et de crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai forcé ma voix à rester calme et j'ai demandé à la représentante de la banque, quelle est la manière la plus rapide d'arrêter ça aujourd'hui? Elle m'a dit que le retrait pouvait être refusé si je fermais le compte immédiatement. J'ai regardé la demande en attente sur mon écran comme si c'était un voyant d'avertissement clignotant, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas de la peur, une décision. J'ai dit, fermez-le tout de suite. Je veux qu'il soit fermé définitivement et je veux que de nouveaux comptes soient ouverts à mon nom uniquement. La représentante a confirmé ce que cela signifiait, que personne d'autre n'y aurait accès, que toute tentative échouerait. Et je lui ai dit de le faire quand même, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'ai mis trop de temps à apprendre. Ma famille n'était pas confuse au sujet des limites. Ils n'aimaient tout simplement pas les miennes. Et si je ne mettais pas fin à ça proprement, tout de suite, ils continueraient d'essayer jusqu'à obtenir ce qu'ils voulaient. Elle n'a pas discuté. La voix de la représentante de la banque est restée calme, presque douce, comme si elle pouvait entendre la différence entre un problème de compte normal et quelqu'un qui réalise que sa propre mère essaie de profiter d'elle. Elle a commencé à expliquer ce que la fermeture du compte signifierait, comment cela arrêterait immédiatement toute activité en attente, comment toute carte liée à celui-ci serait désactivée, et comment l'autre titulaire du compte perdrait l'accès à la seconde où la fermeture serait traitée.
Je lui ai dit de le faire quand même. Puis je lui ai demandé de me le répéter, juste pour m'assurer qu'il n'y avait absolument aucune marge de manœuvre. Fermer le compte définitivement. Mais mettre de nouvelles cartes à mon nom uniquement. Et noter que ce retrait n'a pas été autorisé par moi. Elle a confirmé, a posé quelques questions de sécurité supplémentaires, et j'ai écouté le cliquetis de son clavier comme si c'était le bruit d'une porte qui se verrouille. Pendant qu'elle travaillait, j'ai fixé le retrait en attente sur mon écran et j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Pas de panique, mais du soulagement. C'était comme si mon corps attendait depuis des années la permission d'arrêter d'être le filet de sécurité. Quand elle a finalement dit « D'accord, mademoiselle Pierce, le compte est maintenant fermé », j'ai expiré un souffle que je ne réalisais pas que je retenais. Moins d'une minute plus tard, l'alerte s'est mise à jour. Retrait refusé. Demande annulée. Mon estomac se tordait encore, mais mes mains étaient stables. Puis mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il était possédé. Linda qui appelle à nouveau. Papa qui appelle. Tyler, Chloé, l'un après l'autre, comme si quelqu'un avait déclenché une alarme dans leur salon et qu'ils savaient tous exactement qui avait débranché la prise. Je n'ai pas décroché. Je ne leur devais pas ma réaction immédiate. J'ai ouvert la conversation de groupe familial à la place, car s'ils allaient me traiter comme une banque, alors ils pouvaient s'occuper de moi comme les banques s'occupent des gens, par écrit, avec des preuves. J'ai pris une capture d'écran du retrait refusé, en m'assurant que le montant et le statut étaient visibles, et je l'ai envoyé dans la conversation. Pas de paragraphe dramatique, pas d'explication, juste l'image et une seule phrase. Payé sans moi. C'était court, froid et précis. Et c'est exactement pour ça que ça a fait mouche. Pendant quelques secondes, la conversation est devenue silencieuse. Pas de bulle de frappe, rien, comme s'il devait digérer le fait que je l'avais vraiment fait. Puis les bulles sont apparues une par une, apparaissant, disparaissant, réapparaissant. Chloé a été la première. Anna, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tyler a suivi. Tu es sérieuse, là? Mon père a écrit, décroche le téléphone. Et puis Linda, appelle-moi maintenant. Pas s'il te plaît. Pas on peut parler? Maintenant. Comme si j'avais encore 12 ans et qu'elle pouvait m'ordonner de rentrer dans le rang. J'ai fixé son message et j'ai senti ce vieil instinct de m'expliquer, de justifier pourquoi j'avais le droit d'être en colère, de prouver que je n'étais pas folle. Puis je me suis souvenu de Thanksgiving. Comment elle n'avait pas justifié? Comment elle n'avait pas adouci les choses? Elle a dit sans toi et les a laissés rire. Alors j'ai égalé son énergie. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre table sur mon bureau et j'ai terminé le travail que je faisais, car je refusais de laisser leur chaos envahir ma journée. J'ai envoyé les fichiers finaux à mon client, répondu à quelques emails, et ce n'est qu'alors que j'ai retourné mon téléphone. Il y avait des messages vocaux empilés comme des briques. Dans le premier, Linda pleurait, lourdement et théâtralement, comme si elle jouait pour un public. Dans le suivant, elle était furieuse, sa voix tendue, m'accusant de l'avoir humiliée. Puis elle est redevenue douce, me disant que nous pouvions arranger ça, comme si la seule chose cassée était leur plan de paiement. Je n'ai pas écouté chaque seconde. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais le schéma. Il m'appellerait ingrate. Il dirait que ce n'était qu'un prêt temporaire. Il dirait que la famille est de la famille. Ils ignoreraient la partie où ils avaient décidé que je n'étais pas de la famille quand il s'agissait d'une place dans l'avion. Alors, je suis passé en mode protection, comme je le fais avec les projets de travail, étape par étape, sans gaspiller d'émotion. J'ai mis à jour tous les paiements automatiques qui avaient été liés à cet ancien compte, au cas où quelque chose serait rejeté. Je me suis assuré que mes économies étaient sur un compte que je contrôlais seul. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs partout. J'ai gelé mon crédit, non pas parce que je pensais qu'ils étaient des criminels, mais parce que le désespoir pousse les gens à faire des choses stupides, et Linda avait déjà prouvé qu'elle se sentait en droit d'accéder à mes ressources. J'ai aussi envoyé par email une copie de toutes les captures d'écran à moi-même pour qu'elles ne puissent pas disparaître si quelque chose arrivait à mon téléphone. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait petit mais qui comptait. J'ai quitté mon appartement. Je suis sorti. J'ai fait une longue promenade dans le Golden Gate Park, laissant l'air froid dissiper l'adrénaline. J'ai croisé des joggeurs, des promeneurs de chiens et des couples se tenant la main, des gens normaux menant une vie normale. Et ça m'a rappelé que le drame de ma famille n'était pas le centre du monde, à moins que je ne le laisse devenir.
Et en marchant, l'humiliation que je portais depuis Thanksgiving a finalement commencé à se dissiper. Ce n'était pas parce qu'ils me respectaient soudainement. C'était parce que j'avais arrêté de leur demander de le faire. J'ai arrêté de négocier pour une décence de base. J'ai arrêté de payer pour le privilège d'être toléré. À mi-chemin dans le parc, j'ai ouvert une application de voyage et j'ai réservé un voyage en solo pour la semaine exacte où ils étaient censés partir. Pas Hawaï, un endroit calme, un endroit où je n'aurais pas à surveiller mes arrières ou à me battre pour une place à table. Lake Tahoe. J'ai choisi un chalet simple près de l'eau et j'ai cliqué sur « Confirmer » avant de pouvoir me dissuader. Pendant des années, je me suis dit que je ne pouvais pas gaspiller d'argent pour des choses comme ça parce que je devais être responsable, parce que ma famille pourrait avoir besoin d'aide. Mais ils m'avaient déjà montré ce qu'ils faisaient de ma responsabilité. Ils l'utilisaient. Ils en dépendaient. Et quand j'ai arrêté de la donner, ils m'ont traité de dramatique. Quand je suis rentré, mon téléphone explosait toujours. Mais j'ai finalement envoyé un dernier message dans la conversation de groupe. Court et final. Vous avez dit que les vacances étaient sans moi. Le paiement aussi. Ne venez pas à mon appartement. Puis j'ai remis mon téléphone en silencieux et je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon café, ressentant cet étrange mélange de tristesse et de force qui vient quand on se choisit pour la première fois. Parce que je savais que le prochain mouvement ne serait pas une conversation polie. Ce serait une crise de colère. Et j'en avais fini de gérer leur crise de colère. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une scène de crime. 37 appels manqués, un mur de SMS, des messages vocaux si nombreux que je ne voulais même pas les écouter, car je savais déjà ce qu'ils contenaient. Le même cycle que ma famille suivait toujours quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. D'abord le choc, puis les larmes, puis la colère, puis le blâme, puis le coup final, essayer de te faire sentir coupable d'avoir réagi à ce qu'ils avaient fait. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et essayé de commencer ma journée normalement. Mais à la seconde où je me suis assise, un nouvel appel est arrivé. Papa. Je l'ai laissé sonner. Puis maman à nouveau, puis Chloé, puis Tyler. C'était comme s'ils se relayaient pour frapper à une porte qu'ils réalisaient soudainement avoir besoin d'ouvrir. J'ai finalement vérifié la conversation de groupe, non pas parce que je voulais engager la conversation, mais parce que je voulais tout par écrit. Ma mère avait envoyé un long message pendant la nuit. Anna, c'est un énorme malentendu. J'essayais juste de m'occuper du paiement final pour le voyage. Nous allions te rembourser dès notre retour. Tu sais, ton frère traverse une période difficile et Chloé a des dépenses de mariage. Tu n'avais pas à faire ça d'une manière aussi dramatique. J'ai fixé ça pendant une minute entière. Elle qualifiait le vol de dramatique. Puis mon père a enchaîné avec un message qui m'a fait serrer la mâchoire. Tu as embarrassé ta mère. Tu nous as fait passer pour des méchants. Cet argent était pour la famille. Tu es égoïste et mesquine pour une blague. Une blague. Ce mot encore. Comme si tout était inoffensif et que j'étais le problème pour ne pas avoir ri. Tyler est intervenu ensuite, et son ton était de la pure frustration. Je n'arrive pas à te croire. On a déjà tout réservé. Sais-tu combien on va perdre si ça ne passe pas? Chloé a répondu avec quelque chose d'encore plus ridicule. Anna, s'il te plaît. Tu gâches tout. Je prépare ça depuis des mois et mon stress est déjà si élevé. Débloque-le et on parlera plus tard. Pas je suis désolé. Pas nous avons eu tort. Juste débloque-le, comme si j'étais un clavier, pas une personne. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai pris des captures d'écran. Chaque message, chaque ligne où ils admettaient qu'ils s'attendaient à utiliser mon argent. Parce que si ça dégénérait, et je sentais que ça allait arriver, je voulais des preuves. À l'heure du déjeuner, les tactiques de culpabilisation se sont transformées en rage. Mon père a de nouveau envoyé un texto, « Si tu ne règles pas ça aujourd'hui, ne t'attends pas à ce que nous soyons là pour toi quand tu auras besoin de nous. » J'ai failli éclater de rire dans mon appartement, tant l'ironie était épaisse. Être là pour moi. Quand avait-il jamais été là pour moi sans y mettre un prix? Puis ma mère a laissé un message vocal qui était une pure performance. Sa voix était tremblante et forte, comme si elle voulait que quiconque autour d'elle entende à quel point elle était blessée. Anna, je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ta propre mère après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu me brises le cœur. Rappelle-moi tout de suite. On peut arranger ça. On peut arranger ça.
Comme si le problème était le paiement, pas la trahison. Plus tard dans l'après-midi, un nouveau message est apparu dans la conversation de groupe de la part de Chloé, qui m'a fait tomber l'estomac d'une manière différente. On vient te parler en personne. Tu ne peux pas nous ignorer éternellement. Je l'ai lu 2 fois, espérant que je surréagissais. Puis Tyler a répondu, bien. Elle doit comprendre que ce n'est pas comme ça que la famille fonctionne. Et mon père a ajouté, on sera là ce soir. Pendant une seconde, j'ai ressenti cette vieille peur, celle que je ne m'étais pas avouée depuis des années. La peur de la confrontation. La peur d'être prise à partie dans une pièce où je suis la seule à devoir rester polie. Mais cette peur a duré peut-être 10 secondes avant de se transformer en autre chose. De la colère, oui, mais aussi de la résolution. J'ai tapé un message en retour. Ne venez pas à mon appartement. Si vous vous présentez, je n'ouvrirai pas la porte. Puis j'ai arrêté de répondre. Je suis allé à la quincaillerie, j'ai acheté une petite caméra de porte et je l'ai installée ce soir-là, non pas parce que je pensais qu'ils allaient forcer l'entrée, mais parce que je voulais un enregistrement. Je voulais des faits, pas leur version des événements. Vers 22 heures, la notification de la caméra est apparue. Mouvement détecté. Mon cœur a bondi même si je m'y attendais. J'ai ouvert l'application et je les ai vus dans le couloir devant ma porte. Ma mère dans son manteau, les cheveux parfaits, les yeux déjà fixés dans cette expression tendue qu'elle prend quand elle est sur le point de jouer la victime. Mon père se tenant derrière elle, les bras croisés comme un garde du corps. Tyler faisant les 100 pas avec son téléphone à la main, la mâchoire serrée. Chloé ayant l'air irritée, comme si je la dérangeais. Ma mère a frappé une fois, puis 2, puis a commencé à marteler. Anna, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Mon père s'est penché et a dit, arrête d'agir comme une enfant. Tyler a marmonné quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais j'ai vu Chloé lever les yeux au ciel. Les coups sont devenus plus forts. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas bougé. Je me tenais de l'autre côté de la porte, une main sur la serrure, écoutant ma propre respiration. Ma mère a rapidement changé de tactique. Anna, ma chérie, s'il te plaît, laisse-nous entrer. On s'inquiète pour toi. Ça m'a presque rendu malade. Inquiet pour moi. Ils étaient inquiets pour la confirmation de l'hôtel et les photos de vacances qu'ils voulaient publier. Ils n'étaient pas inquiets de la façon dont ils s'étaient moqués de moi comme si je n'avais pas ma place. Puis mon père a élevé la voix. Si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, tu fais une énorme erreur. Tu es en train de déchirer cette famille. Tyler a ajouté, tu vas vraiment faire ça pour rien. Et Chloé a dit, je te jure, tu es tellement dramatique. Ce mot encore, dramatique. Comme si bloquer quelqu'un qui essaie de vider votre compte en banque était une crise émotionnelle au lieu d'une limite. Ils ont continué à frapper pendant encore 10 minutes, alternant entre les supplications et les menaces, jusqu'à ce que finalement la porte de mon voisin s'ouvre au bout du couloir. J'ai entendu quelqu'un demander si tout allait bien. Ma mère a instantanément adouci sa voix, a dit quelque chose comme « Oh, oui. Désolé, un problème de famille. » Mon père a reculé, embarrassé. Tyler a regardé autour de lui comme s'il se souvenait soudainement que nous n'étions pas dans leur maison où il contrôle le récit. Puis ma mère a fait une dernière chose avant de partir qui m'a tout dit sur qui elle était. Elle s'est penchée près de la porte et a dit doucement, pour que seul moi puisse l'entendre, très bien. Si tu veux jouer à ça, ne t'attends plus à faire partie de cette famille. Et puis ils sont partis. Je suis resté là en silence après leur départ, sans trembler, sans pleurer, ressentant juste ce calme étrange, car pour la première fois, ils avaient enfin dit la vérité à voix haute. Dans leur monde, la famille n'était pas de l'amour. La famille était de l'obéissance, et je venais d'arrêter d'obéir. Le lendemain a été plus calme de mon côté, car j'ai gardé mon téléphone en silencieux, mais je sentais la tempête monter quand même, comme l'air avant un tremblement de terre. Vers midi, mon amie Marisol m'a envoyé un texto. Pas de manière indiscrète, plutôt comme si elle vérifiait si j'allais bien. Elle a dit, « Eh, ça va ? Je viens de voir quelque chose que ta mère a publié. » C'est comme ça que j'ai appris que Linda avait rendu le conflit public. J'ai ouvert Facebook et c'était là, un long message écrit comme une dévotion, assez vague pour paraître innocent, assez spécifique pour que quiconque nous connaissait puisse faire le lien. Elle parlait de la façon dont certains enfants oublient que leurs parents ont tout sacrifié, comment la gratitude disparaît, comment l'orgueil détruit les familles,
Comment elle avait le cœur brisé que quelqu'un puisse tourner le dos aux personnes qui l'avaient élevée. Pas de nom, pas de détails, juste une histoire de victime soigneusement élaborée pour me faire passer pour froide sans donner la vérité à personne. Les commentaires étaient exactement ce qu'elle voulait. Des gens disant des choses comme « Je t'envoie de l'amour. Tu as fait de ton mieux. » Les enfants de nos jours, la famille, c'est tout. Quelques parents éloignés se sont également manifestés, ceux qui n'apparaissent qu'en ligne mais pensent toujours avoir leur mot à dire dans votre vie. Mon premier instinct a été de taper un paragraphe pour me défendre, pour expliquer la tentative de retrait, pour leur dire ce qui avait été dit à Thanksgiving. Puis je me suis arrêté, car c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que je perde le contrôle en public pour pouvoir me traiter à nouveau d'instable et de dramatique. Alors, au lieu de me disputer, j'ai rassemblé des preuves. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur portable et j'y ai tout mis, les captures d'écran de la conversation de groupe, le message où Chloé disait qu'ils attendaient un dernier paiement, ma mère disant qu'elle s'en occupait, l'alerte bancaire montrant la tentative de retrait de $6 500, et le refus qui a suivi après la fermeture du compte. J'ai écrit la chronologie en langage simple, date, heure, ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Puis j'ai appelé un avocat, non pas parce que je voulais poursuivre ma famille, mais parce que je voulais qu'une chose soit très clairement établie, mon argent n'était pas le leur, et ma maison n'était pas un endroit où ils pouvaient débarquer quand ils se sentaient en droit de le faire. L'avocat a écouté, a posé quelques questions et m'a dit que le plus intelligent était la documentation et une limite formelle. Nous avons donc rédigé une lettre, une mise en demeure, stipulant qu'il ne devait pas me contacter par l'intermédiaire de tiers, ne pas se présenter à nouveau à ma résidence et ne pas tenter d'accéder à mes comptes financiers, à mon crédit ou à mes informations personnelles. Il était également clair que tout harcèlement continu serait enregistré et pourrait être utilisé pour appuyer une ordonnance de protection si nécessaire. Le voir en langage juridique m'a fait quelque chose. Cela a rendu la situation réelle d'une manière que ma mère ne pouvait pas balayer d'un rire. Cet après-midi-là, j'ai envoyé la lettre à mes parents par courrier recommandé et j'en ai envoyé une copie par email pour qu'ils ne puissent pas prétendre ne l'avoir jamais reçue. Puis j'ai fait autre chose qui semblait triste mais nécessaire. J'ai appelé la ligne non urgente de mon quartier et j'ai demandé des informations sur la documentation des visites répétées et non désirées. Ils m'ont dit que je pouvais déposer un rapport d'information s'il revenait. Je ne voulais pas de drame avec la police. Je voulais juste une trace écrite. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré avec des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Tous des variations sur le même thème. Des gens que ma mère avait recrutés. Une tante à qui je parle à peine m'envoyant un texto, « Ta mère est dévastée. Appelle-la. » Un cousin disant, « Quoi qu'il se passe, tu n'as qu'une seule famille. » Une amie de la famille écrivant, « Linda dit que tu traverses une période difficile. Laisse-nous t'aider. » J'ai bloqué chacun d'eux sans répondre. Non pas parce que je les déteste, mais parce que je sais comment ça marche. Si je réponds à un, ça devient un débat. Et les débats sont l'endroit où ma famille réécrit l'histoire jusqu'à ce que vous vous sentiez coupable des faits. La seule personne à qui j'ai répondu était Marisol. Et j'ai fait simple. Ils ont essayé de prendre de l'argent sur un compte qu'ils n'auraient pas dû toucher. J'ai réglé ça. Je suis en sécurité. Merci de prendre de mes nouvelles. Puis j'ai pris une mesure contrôlée que je savais mettrait fin à la campagne de rumeurs sans que j'aie à crier. J'ai envoyé un court message à un petit groupe de parents en qui j'ai réellement confiance, ceux qui ont été gentils avec moi au fil des ans et qui ne se nourrissent pas de drame. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas fait de tirade. J'ai joint 3 captures d'écran et une seule phrase. Voici ce qui s'est passé. Je mets des limites et je ne discute plus de ça. C'était tout. Pas d'échange, pas de performance, juste des preuves. En moins d'une heure, le ton a changé. Quelques-uns de ses parents m'ont répondu en privé, disant qu'ils étaient désolés, qu'ils n'en avaient aucune idée, qu'ils comprenaient pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. L'un d'eux m'a dit discrètement que Linda était déjà en train de raconter une nouvelle version, affirmant qu'elle déplaçait simplement de l'argent pour le mettre en sécurité. Ça m'a presque fait rire, car mettre en sécurité est ce que vous dites quand vous pensez que la personne que vous avez volée restera silencieuse. Après ça, Linda a de nouveau intensifié les choses. Elle m'a laissé un message vocal qui contenait moins de larmes et plus de rage. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais impliqué un avocat. Elle a dit que j'humiliais la famille. Elle a dit que je détruisais mon père. Elle a dit que j'étais ingrate. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a dit, tu sais que nous avons tes informations.
ne rend pas les choses pires. C'était vague, mais ça a atterri comme une menace. J'ai transféré le message vocal à mon avocat et j'ai tout resserré. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai configuré l'authentification à 2 facteurs partout. Et je me suis assuré que mon nouveau compte bancaire ne pouvait être accessible par personne d'autre que moi. J'ai aussi dit au gérant de mon immeuble que personne n'était autorisé à monter à mon appartement sans ma permission. Ça semble extrême, jusqu'à ce que vous ayez une famille qui pense que les limites sont une insulte. Le plus étrange, c'est qu'une fois que j'ai cessé de m'engager, ma vie a commencé à s'élargir à nouveau. J'ai pris un nouveau client qui avait besoin d'une refonte complète de sa marque, le genre de projet qui m'excite vraiment. Je suis allé à un marché d'art local le samedi et j'ai parlé à d'autres designers, des gens qui construisent des choses au lieu de démolir les gens. Je me suis inscrite à un cours de cuisine communautaire, car j'ai réalisé que j'avais passé des années à économiser mon énergie pour ma famille et que je voulais la dépenser pour moi, pour une fois. C'est là que j'ai rencontré un gars nommé Jordan. Pas un moment de comédie romantique parfait, juste une conversation normale et gentille pendant que nous essayions de ne pas brûler notre nourriture. C'était simple et ça faisait du bien. Pendant ce temps, ma famille était coincée dans son propre pétrin. Ils ne pouvaient pas intimider la banque. Ils ne pouvaient pas se présenter à ma porte et me forcer à obéir. Ils ne pouvaient faire que ce qu'ils font toujours lorsque le contrôle leur échappe, ils se sont retournés les uns contre les autres. Chloé a reproché à Tyler de ne pas avoir d'argent. Tyler a reproché à papa d'avoir promis un voyage qu'il ne pouvait pas se permettre. Papa a reproché à maman ce qu'elle avait dit à Thanksgiving. Et maman m'a tout reproché, car dans son esprit, les conséquences sont toujours la faute de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas besoin d'entendre les détails pour savoir que ça se passait. Je pouvais le sentir dans les lacunes soudaines, le silence après la crise de colère, la façon dont leurs menaces cessaient de fonctionner une fois que j'arrêtais de réagir. Au moment où l'email de confirmation de mon voyage à Lake Tahoe est arrivé dans ma boîte de réception, j'ai réalisé quelque chose qui m'a rendu presque sereine. Je ne leur manquais pas. Ce qui leur manquait, c'est ce qu'ils pouvaient me prendre. Et à la seconde où j'ai accepté cette vérité, les couper de ma vie a cessé de ressembler à une punition. Ça a commencé à ressembler à de la liberté. Au moment où la semaine de leurs vacances est arrivée, je n'avais pas à imaginer ce qui se passait. Je le savais, car ma mère ne pouvait s'empêcher de laisser de petites miettes de pain, comme si elle contrôlait toujours l'histoire. Elle publiait moins. Elle a arrêté de se vanter. L'énergie du compte à rebours pour Moïse a disparu du jour au lendemain. Puis une tante éloignée m'a envoyé un message d'une seule phrase qui m'a tout dit sans essayer d'être dramatique. Ils ont annulé le voyage. J'ai fixé ça pendant une seconde et au lieu de me sentir coupable, j'ai ressenti ce calme sentiment d'équilibre, comme si l'univers les avait finalement forcés à payer leurs propres factures. Plus tard, j'ai appris les détails par le même bouche-à-oreille familial qui avait été si prompt à me réprimander. Ils ont perdu des acomptes. Le complexe hôtelier a gardé une partie de la réservation parce que c'était trop proche de la date. Les vols ont été frappés de frais de modification. Les excursions n'étaient pas remboursables. Les chiffres exacts n'avaient même pas autant d'importance que la réalité derrière eux. Ils avaient planifié un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, car ils comptaient sur mon silence. Et quand mon silence a cessé d'être une permission, leurs parfaites vacances en famille se sont effondrées. Le meilleur, ce n'était pas qu'ils aient perdu de l'argent. C'était qu'ils aient perdu l'illusion qu'ils pouvaient me traiter comme un rien et continuer à percevoir de l'argent de ma part comme sur des roulettes. Mon père m'a envoyé un email 2 jours après l'annulation. Pas un texto, pas un appel téléphonique, un email, comme s'il savait qu'il devait mettre ses mots dans un endroit où il ne pourrait pas m'interrompre ou élever la voix. Il a écrit qu'il était désolé de la façon dont Thanksgiving s'était passé. Il a dit qu'il n'avait pas bien géré la situation, qu'il aurait dû arrêter la blague, qu'il aurait dû m'appeler après, qu'il avait laissé les choses dégénérer. Il n'a pas blâmé ma mère, mais je pouvais lire entre les lignes. Il était fatigué. Il était embarrassé. Il essayait de réparer quelque chose sans réellement tenir tête à la personne qui l'avait cassé. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais le punir, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose que j'avais l'habitude d'éviter. Des excuses qui viennent après les conséquences ne sont pas toujours une question de remords. Parfois, il s'agit juste de vouloir que l'inconfort cesse. Et je n'étais plus responsable d'alléger leur inconfort. Cette même semaine, pendant qu'ils géraient les frais, les reproches et le silence gênant d'un voyage qui n'a jamais eu lieu,
je suis allé à Lake Tahoe, seul. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je ne l'ai pas fait pour leur montrer quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je voulais une semaine où mon système nerveux pourrait respirer. Le premier matin où je me suis réveillé là-bas, l'air était si froid qu'il semblait piquant dans mes poumons. Et le lac semblait irréel, comme du verre sous un ciel pâle. J'ai pris un café, j'ai fait une lente promenade et j'ai écouté la neige craquer sous mes bottes. Pas de cris, pas de culpabilité, pas de conversation de groupe, pas de surveillance de mes mots pour que quelqu'un d'autre n'explose pas, juste le calme, juste moi. J'ai réalisé que j'avais passé des années à confondre la paix avec l'abandon. Je pensais que si je ne maintenais pas ma famille unie, j'échouais. Mais en me tenant là, au bord du lac, en regardant le lever du soleil se déverser sur les montagnes, j'ai compris que je n'étais pas la colle. J'étais le coussin. J'étais ce qui rendait leur mauvais choix plus doux. Et à la seconde où je me suis retiré, ils ont dû ressentir l'impact de leur propre comportement. C'est la partie dont les gens ne parlent pas. Les limites ne vous protègent pas seulement. Elles exposent ce que les autres dépendaient de vous pour tolérer. Quand vous arrêtez de le tolérer, ils vous traitent d'égoïste, de dramatique, de froide. Non pas parce que vous avez changé, mais parce que l'arrangement a changé. Vous cessez d'être facile à utiliser. Quand je suis rentré à San Francisco, ma vie n'est pas devenue magiquement parfaite, mais elle est devenue honnête. Mon argent est resté le mien. Mon temps est resté le mien. Ma paix est restée la mienne. J'ai maintenu le gel du crédit. J'ai gardé la lettre de l'avocat dans mes dossiers. J'ai gardé la caméra de porte. Je n'ai rien fait de tout ça par paranoïa. Je l'ai fait parce que j'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle portant un nom plus doux. Et la famille n'est pas censée vous obliger à être plus petit pour que tout le monde puisse se sentir plus grand. Si vous écoutez ceci et qu'on vous a déjà dit que vous n'êtes pas vraiment de la famille, à moins que vous ne payiez, à moins que vous n'obéissiez, à moins que vous ne restiez silencieux, entendez-moi bien. Vous n'êtes pas cruel de vous protéger. Vous n'êtes pas ingrat de dire non. Vous n'êtes pas dramatique de refuser d'être vidé. La leçon essentielle que j'ai apprise est simple, mais elle a tout changé. L'accès se mérite, même pour les parents, surtout pour les parents. L'argent n'est pas de l'amour. Le silence n'est pas un consentement. Et au moment où quelqu'un rit en vous poussant hors de la pièce, vous avez le droit de fermer la porte derrière vous et de choisir une vie où vous n'êtes pas une blague. Au final, ma mère a eu exactement ce qu'elle avait demandé à Thanksgiving, des vacances sans moi. Et pour la première fois de ma vie, cela incluait enfin mon portefeuille, mon énergie et mon avenir.